Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous vivons une période particulièrement compliquée, que ce soit au niveau de l'économie, des relations internationales ou des marchés. Ce début d'année a été marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec ses nombreuses déclarations et mesures qui perturbent nos pays déjà chamboulés. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que c'est pire que le premier mandat, mais sans surprise en tant que tel, quoi. Ce dimanche 27 avril, Olivier Mouton reçoit Tanguy Streuil, professeur de relations internationales à l'UC Louvain et grand spécialiste des États-Unis, qui a publié un livre sur l'administration Biden. Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Vous publiez un livre aux éditions des presses universitaires de Louvain sur l'administration Biden. Et ce livre évoque en fait une grande stratégie par le leadership. C'est-à-dire que vous avez passé en revue cette mandature de Joe Biden. Et est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui son héritage ? Oui, en effet, je crois qu'on sous-estime fortement l'héritage de Biden, parce que je crois qu'il va rentrer dans l'histoire des États-Unis comme un très grand président, parce qu'en effet, il est parvenu à faire quelque chose qu'on voit rarement chez les présidents américains, c'est d'établir une vraie stratégie économique, politique, militaire, qui était vraiment intégrée. C'est-à-dire que quand ils avançaient au niveau économique, même géoéconomique, c'était lié à des enjeux géopolitiques. On a aussi vu une équipe extrêmement soudée, avec des gens extrêmement capables, qui défendaient aussi tous la même stratégie, la même politique. Et donc oui, je avec crois... un bilan qui était bon finalement, parce qu'on l'a beaucoup dénoncé, en tout cas les républicains et les MAGA l'ont beaucoup dénoncé, mais il était en fait, bon. le bilan du président Biden est en fait assez exceptionnel, parce que d'une part, il est parvenu à rétablir le leadership des États-Unis sur la scène internationale à travers différentes manières d'appliquer le leadership en fonction des alliés, des partenaires, la manière de gérer la Chine. Au niveau économique, là également, les résultats étaient assez exceptionnels, puisqu'on avait un chômage de hauteur de 4%, une inflation qui avait enfin été aussi contrôlée en fin de mandat, une croissance économique importante, et puis aussi toute une politique pour ramener tout ce qui est nouvelles technologies sur le territoire américain à travers le CHIPS Act, l'Inflation Reduction Act, etc. Donc il y avait vraiment un très bon bilan au final de la part de l'administration Biden, aussi bien au niveau diplomatique, politique que économique. Mais voilà, les faits sont... C'est juste son âge qui finalement a coûté la victoire aux démocrates, ou bien... Non, il y a plusieurs raisons qui ont fait que les démocrates n'ont pas gagné. D'une part, peut-être que ça a été l'erreur de Biden, c'est de vouloir se représenter et puis réaliser qu'il n'y arriverait pas. Et donc, on a eu Kamala Harris. Et Kamala Harris a plutôt fait une bonne campagne, mais en 4 mois, c'était très difficile, évidemment, de récupérer le coup et de se faire connaître. Et puis, il y a un autre élément qui a quand même joué, enfin, il y a 2 autres éléments qui ont joué, c'est que, bon, je viens de dire que l'inflation était sous contrôle, mais en fait, elle était sous contrôle en fin de mandat. Et donc, ça a malheureusement donné l'impression que la vie était devenue plus chère. Voilà, exactement. Ce qui était vrai, hein, mais l'administration Biden était enfin parvenue à le contrôler. Et autre élément qui a joué aussi en défaveur, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui est de la désinformation, qui est très très présente aux États-Unis, où en fait on a présenté Biden dans tous les médias de droite comme étant quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait, l'économie était mauvaise, la politique étrangère était mauvaise. Le wokisme était au pouvoir. Voilà, le wokisme était au pouvoir, etc. Alors que c'était absolument pas le cas. Mais bon, évidemment, il faut faire l'effort d'étudier cette administration, d'aller lire les documents, d'aller lire les speeches. Raison de plus pour lire le livre que vous venez de publier. Voilà, mais donc il faut faire aussi le travail
que nous, on est supposé faire en tant qu'universitaires, et d'aller voir et de comprendre comment une administration se met en place et quelle est la politique qu'elle menée. Alors, parlons maintenant de Donald Trump. J'entendais François Hesbourg, qui est un spécialiste français de géopolitique, qui disait qu'il ne s'attendait pas à un début, aux 100 premiers jours, aussi violent. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Pas vraiment, dans le sens que si on étudie le premier mandat, on savait déjà que c'était un président qui était très volatile, qui était très dans les tweets, dans l'agressivité, etc. Et ça n'a pas changé. Je dirais que oui, ça a empiré par rapport au premier mandat. Mais il y a moins de contre-pouvoirs aussi. Il y a moins de contre-pouvoirs parce qu'il est aussi entouré de gens qui sont plutôt des loyalistes et donc moins nécessairement des gens, en tout cas dans certains domaines, qui ont les capacités au final pour gérer certains départements. Mais de là à dire qu'on est vraiment surpris, moi personnellement je ne le suis pas. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que c'est pire que le premier mandat, mais sans surprise en tant que tel, quoi. La question qui se pose et que tout le monde se pose, c'est est-ce que Donald Trump est un personnage impétueux, effectivement, qui tweete et qui met des majuscules partout pour mettre de l'emphase, ou est-ce que c'est un stratège qui a une vraie vision, finalement ? Alors, c'est vraiment pas un stratège, c'est plutôt quelqu'un qui, certes, a une série d'objectifs, et donc l'objectif des États-Unis, celui-là n'a pas changé par rapport à Biden, c'est maintenir le leadership américain dans un système qui évolue vers un système multipolaire et contrer la Chine. À côté de ça, il y a toute une série de sous-objectifs, mais ça ne suffit pas d'avoir des objectifs pour être un grand stratège. Ce qu'il faut, c'est une stratégie. Et la stratégie, ça suppose quoi ? Ça suppose du planning, ça suppose une exécution. Ça suppose mobiliser les capacités, ça suppose un narratif, ça suppose donc une communication, ça suppose aussi anticiper ce que les autres vont faire par rapport à votre stratégie. Et tout ça, c'est clairement absent. L'épisode des droits de douane, quelque part, a été l'illustration de ça, c'est-à-dire on annonce de façon tonitruante avec un tableau des chiffres et puis on revient en arrière. Mais en fait, c'est un excellent exemple qui montre qu'en fait, qu'il n'y avait aucune stratégie. C'est-à-dire, oui, il y avait des objectifs, entre autres réindustrialiser les États-Unis, etc. Mais quand on voit la manière dont les tarifs sont appliqués, en fait, c'est basé sur une intelligence artificielle. Et il faut savoir aussi que les conseillers du président, donc les secrétaires au Trésor, commerce, etc., le jour avant l'annonce du 2 avril, ne savent toujours pas vers quelle politique on va se diriger. Donc, qu'est-ce qui va être annoncé, les tarifs, etc. Et donc, on a bien vu qu'il n'y avait absolument pas une stratégie. Il y avait des objectifs, mais il n'y avait pas de stratégie bien planifiée. Résultat, on s'est retrouvé le 9 avril, une semaine plus tard, avec la fameuse pause qui n'était absolument pas prévue, mais qui a été en fait une obligation parce qu'en fait, on est face à un président qui n'écoute pas. Qui, même quand il y a une stratégie qui est établie par ses conseillers, il ne va pas l'appliquer ou il va appliquer autre chose par rapport à la stratégie appliquée. Et donc, on est en fait un peu en face à l'effet Kruger-Dunning, qui en fait, on est face à un président incompétent, mais avec une énorme confiance en lui. Et donc, ça donne l'impression qu'il maîtrise ses dossiers, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne les maîtrise pas. Et donc, on se retrouve face à des situations où il va nous annoncer que les tarifs vont être bons pour les États-Unis, qu'une récession pour les États-Unis, c'est pas dramatique, mais en fait, il n'y a pas de stratégie derrière pour établir la politique des tarifs. Comment va-t-il ramener les industries vers les États-Unis ? Tout ça n'est pas déterminé dans sa logique parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune discipline et qui croit toujours savoir mieux que les autres comment les choses vont fonctionner. Et donc même des gens qui l'entourent au niveau économique ne seront pas nécessairement écoutés parce qu'il va partir du principe qu'il est meilleur que les autres. Et c'est en fait surtout montrer son incompétence. Mais est-ce que ça veut dire malgré tout qu'il y a derrière cela une volonté de balayer l'ordre établi, de s'en prendre aux institutions, aux normes, à l'ordre mondial ? Ça, c'est quand même une ligne. C'est une ligne, mais ce qui est intéressant, c'est que, et on en revient aussi dans le premier mandat, c'est qu'il a l'art de détruire tout. Seulement, détruire, ce n'est pas une stratégie. On pourrait dire que c'est une stratégie, oui. Mais d'une certaine façon, il faut aussi reconstruire. Et c'est là où, en fait, on observe qu'il y a des fortes limites au niveau du président Trump, parce qu'il part du principe que la reconstruction va bien se faire d'elle-même. Qu'en fait, si les Américains imposent quelque chose, ça va se faire. Eh bien, on a vu avec les tarifs que non seulement les pays ont réagi, alors qu'il était persuadé que les pays n'allaient pas réagir par rapport à ces tarifs, mais au-delà de ça, il y a Wall Street qui a réagi.
et de manière très très forte. Donc ça veut dire qu'en fait, il lance des choses parce qu'il veut changer les choses, mais il n'a pas de politique pour reconstruire, parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière, parce qu'il n'y a pas de planification, parce qu'il n'y a pas comment est-ce qu'on va mobiliser les capacités. C'est la même chose, par exemple, actuellement, au niveau des tarifs, il impose des tarifs, mais la force des États-Unis, ce n'est pas les biens, c'est les services. Donc, mais il est occupé à affaiblir tous les services. Et même aujourd'hui, on voit que tout ce qui est high-tech commence à paniquer parce que comme ils doivent investir fortement dans l'intelligence artificielle et dans tout ce qui est data center, etc., ils ont besoin évidemment d'aluminium, de matières premières. Et ces matières premières sont occupées à augmenter. Donc ça veut dire que les coûts pour toutes ces grosses multinationales est beaucoup plus élevé que prévu. Et donc, ça démontre bien que, donc, d'une part, il veut rendre les États-Unis la super grande puissance, mais parallèlement, il est occupé à déforcer les positions fortes. Tirer une balle dans le pied, quelque part. Pour l'instant, oui. Et actuellement, on le voit d'ailleurs aussi, c'est que le secrétaire au Trésor, Bessent, est occupé à faire du damage control un peu partout. Il est occupé à essayer de calmer Wall Street en disant qu'on va diminuer les tarifs par rapport à la Chine, qu'on ne va pas faire du decoupling, mais au final du de-risking, donc on ne va pas couper l'économie américaine par rapport à l'économie chinoise, etc. Mais donc, toutes ces choses-là, ça aurait déjà dû être prévu bien en amont. C'est-à-dire qu'on aurait déjà dû prévoir tout ça. De se mettre à dos toutes les alliés, là aussi, est totalement irréfléchi, parce que si vous voulez plus défendre des terres rares chinoises, vous allez devoir aller les chercher autre part, c'est-à-dire chez les Canadiens, chez les Mexicains, chez les Australiens, et chez d'autres partenaires, comme entre autres l'Indonésie pour le nickel, etc. Mais si vous commencez à imposer des tarifs à ces pays-là, évidemment, vont rendre les choses aussi plus difficiles pour les Américains. Donc au final, la politique qui est menée est extrêmement mal réfléchie parce qu'il n'y a aucune stratégie. Un peu erratique. On pourrait se dire parfois, on met souvent en avant l'art du deal, le fait qu'on provoque, on monte très haut pour obtenir des réactions derrière, mais à vous entendre, c'est quand même pas si planifié que ça. Non, parce que pour l'instant, le bilan est vraiment très mauvais et ils ne parviennent pas non plus à conclure des accords, déjà dans les 90 jours, conclure des accords avec plus de 60 pays sur les tarifs, ça va être extrêmement compliqué. Et on le voit maintenant, déjà rien que par rapport à la Chine, ils sont occupés à reculer. Je lisais encore ce matin aussi qu'ils sont occupés même à reculer par rapport à toute l'industrie automobile, parce que justement, l'industrie automobile a besoin de pièces qui viennent de Chine, etc. Donc au final, on n'est même plus du tout dans le art of the deal. Comme le disait le Financial Times, on est dans le art of the retreat, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont occupés à reculer. Donc, tout ce qui est prestige, réputation des États-Unis encaisse un coût vraiment important. Et par ailleurs, donc vous l'avez dit, la ligne de fond, c'est la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ça reste la priorité des États-Unis plus que jamais. Pour ça, on a l'impression qu'il est prêt à payer le prix, et le prix de manière très forte, notamment au niveau des relations internationales et des relations avec la Russie. Est-ce que ça, c'est aussi un autre élément que l'on peut percevoir du début du mandat de Donald Trump, c'est qu'il est prêt à tout, y compris à s'aplatir devant Vladimir Poutine, pour le dire crûment. Mais en fait, l'idée en géopolitique, elle n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez contrer la Chine, c'est vrai qu'il faut normalement se rapprocher de la Russie pour séparer justement les Russes des Chinois. Donc là, il y a un raisonnement géopolitique. Après, on en revient de nouveau, une fois de plus, à la stratégie. Si le fait de vouloir se rapprocher des Russes se fait au détriment, je vais y arriver, de l'Ukraine ou des Européens, ou des Européens, c'est vraiment problématique parce que là, on est occupé, les Américains veulent renforcer leurs relations avec les Russes, mais vont défavoriser la relation avec les Européens, alors que le premier partenaire économique pour les Américains, c'est l'Europe, mais aussi le premier partenaire, on va dire, sécuritaire, militaire, c'est l'Europe. Et donc, là, les Américains perdent beaucoup plus qu'obtenir quelques gains qu'ils vont avoir avec les Russes au niveau de matières premières que de toute façon, ils peuvent aller trouver dans d'autres pays qui sont des pays amis. Donc là encore, oui, dans une logique de grande puissance, séparée des Russes et des Chinois, mais le coût actuellement est très, très, très élevé. Cela étant, on ne connaît pas tout ce qu'il y a sur la table par rapport à cette volonté d'avoir un accord sur l'Ukraine. Est-ce que selon vous, la base que l'on expose pour l'instant est vraiment mauvaise ?
Mais on a évidemment peu de détails sur ce qui est sur la table. Après, on va devoir faire un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut aller à la table des négociations? Et à ce moment-là, on a un point de départ qui est ce document, ou est-ce qu'on choisit que ce document ne peut pas servir de base? Et alors, ça veut dire qu'évidemment, on recule et qu'on continue le conflit. Mais avec aussi énormément d'incertitudes, à savoir, est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir tenir la ligne de front encore 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre des territoires aux Russes? Est-ce que les Européens peuvent prendre le relais des Américains? Voilà, exactement, ce sont des questions aussi auxquelles il faut répondre par rapport à ce qu'il y a sur la table aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement... Certes, un dossier extrêmement compliqué, mais on doit bien réaliser que depuis 1 an et demi, la ligne de front n'évolue plus non plus. Et donc, à un moment donné, on doit se poser vraiment la question, est-ce qu'il est préférable, et ça c'est plutôt une approche évidemment pragmatique, de se dire les Ukrainiens peuvent sauver ce qu'il y a à sauver, c'est-à-dire 85% de leur territoire, un accès à Odessa, devenir membre de l'Union européenne et obtenir un accord de sécurité qui garantit la sécurité de l'Ukraine, ou est-ce qu'on va pour l'option maximale? Et alors ça veut dire qu'en fait, on veut obtenir à nouveau la Crimée, les régions occupées. Mais alors la question est de savoir quelle est la stratégie. Comment est-ce qu'on va récupérer ces territoires sans que les Russes deviennent encore plus agressifs? J'allais dire, est-ce qu'on est prêt aussi à en payer le prix? Parce que ça veut peut-être dire élargir un conflit ou en tout cas le rendre plus incertain. Voilà, et donc le danger est là aussi, parce que je ne vois pas les Européens envoyer des forces militaires avec les Ukrainiens pour combattre les Russes, pour récupérer des territoires. Donc ça veut dire que de toute façon, ce sont les Ukrainiens qui devront le faire. Et là, on observe bien qu'ils n'en ont pas les capacités, ni humaines, ni militaires, et potentiellement plus financières si l'aide américaine s'arrête. Donc ça veut dire qu'il faut quand même bien réfléchir comment réagir à ce plan, et surtout pas évidemment le voir comme un plan final, mais comme un point de départ pour obtenir éventuellement un cessez-le-feu général pour rentrer dans de vraies négociations. Il y avait un élément qui était frappant, c'est quand l'administration Trump a dit a insisté sur l'accord sur les terres rares, ce fameux accord qui vise à permettre aux États-Unis d'exploiter les terres ukrainiennes, pour faire court, et en disant de toute façon la meilleure garantie de paix qu'on peut vous donner, c'est qu'il y ait du business américain chez vous. C'est quand même révélateur, ça, non? Oui, mais c'est évidemment, une fois de plus, la logique économique de Trump, mais évidemment, ça ne garantit aucune sécurité, parce que ça n'oblige absolument pas les Américains à défendre l'Ukraine, même si en effet ils ont potentiellement des intérêts économiques dans le pays, sachant aussi qu'avant que cet accord potentiellement soit appliqué, il faudra déjà un accord de paix, mais au-delà de ça, il faudra des investissements importants. Il faut aussi voir quelles mines, quelles ressources sont disponibles, etc. etc. Donc c'est un accord qui, certes, sur papier, peut être intéressant, mais qui va prendre des années avant de voir vraiment des entreprises américaines pouvoir exploiter les ressources ukrainiennes. Est-ce qu'on est à une époque du retour des empires? On dit, alors certains disent que le 9 mai, fameux jour de la victoire en Russie, fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est célébré là d'une manière contre le nazisme, le fascisme, disent on pourrait avoir ce jour-là Vladimir Poutine avec Donald Trump et Xi Jinping en un grand partage du monde. Est-ce qu'on est dans cette époque-là? On est clairement dans un retour des grandes puissances, et des grandes puissances qui dominent le système, c'est-à-dire que ce sont des puissances qui vont moins tenir compte des puissances moyennes ou des petites puissances, et qui vont essayer de réarranger le monde en fonction de leur sphère d'influence, et essayer de trouver un équilibre entre Américains, Russes, Chinois, Indiens, au final également Européens, mais ça ne garantit pas nécessairement plus de stabilité. Parce qu'à un moment donné, et on le voit déjà dans le cas ukrainien, on a des sphères d'influence qui se rencontrent. Et donc on a pas mal de sphères d'influence entre Russes et Européens qui sont en fait des sphères d'influence communes. Donc ça veut dire que là, il y aura des tensions, mais ça vaut la même, également pour les tensions entre la Chine et l'Inde. La même chose pour les Américains et la Chine au niveau de l'océan Pacifique. Et donc croire que
ce système multipolaire dans grands empires avec leur sphère d'influence va être un système plus stable. Personnellement, j'y crois pas. Je crois qu'au contraire, il va être beaucoup plus instable, avec aussi un danger, c'est que comme les petites et les moyennes puissances vont devoir faire des choix, etc., on va aussi avoir beaucoup plus de guerres par procuration, où en fait on va voir ces grandes puissances être de plus en plus présentes dans des conflits régionaux ou même nationaux, dans des guerres civiles, etc. Alors, un élément important aussi dans cette période de grand chamboulement, c'est la place de la tech américaine, les géants de la tech. Alors, on a beaucoup parlé d'Elon Musk, X, Tesla et tout ça, mais les autres sont là, Bezos, Zuckerberg, tous les géants de la tech qui ont été faire allégeance à Donald Trump au début de son mandat. Est-ce que ça, c'est aussi, dans le contexte que l'on vit, une clé ? Clairement. Alors, ici, évidemment, on voit bien que tout ce qui est nouvelles technologies, donc en particulier l'intelligence artificielle, va déterminer qui, au final, va dominer le système international. C'est pas pour rien qu'il y a une compétition énorme entre Américains et Chinois dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc, on voit aussi ces acteurs de la big tech jouer un rôle de plus en plus important, mais qui dépasse de loin. Alors, c'est un rôle de plus en plus important dans les nouvelles technologies, mais dans l'économie, mais pas seulement. Voilà, exactement. Et là on évolue de plus en plus vers des big tech plutôt qui sont de droite, jusqu'à extrême droite, en tout cas les patrons, et qui ont plutôt aussi des objectifs politiques, philosophiques, de société. Et donc, certes, on a Elon Musk qu'on a vu évidemment à travers X influencer les campagnes politique, mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin et qu'on doit aller voir aussi quelqu'un comme Peter Thiel, qui est le patron de Palantir, qui est une grosse multinationale au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des questions de défense, mais qui a un projet politique qui est fortement influencé par un blogueur qui s'appelle Curtis Yarvin, qui lui estime que les États-Unis doivent évoluer vers une monarchie, et idéalement une monarchie qui serait dirigée par des PDG, et donc il faut éliminer toute la bureaucratie, il faut éliminer toutes les élites, et il faut rentrer dans une logique où on aurait toute une série de petites sociétés qui seraient dirigées par des PDG, et donc l'État, petit à petit... C'est presque de la science-fiction, en fait. C'est en partie de la science-fiction, mais ça va plus loin, parce qu'on est clairement dans les logiques totalitaires, parce que, par exemple, Yarvin défend l'idée, donc on aurait un monarque qui... et dans une logique plutôt eugéniste, c'est-à-dire les plus forts l'emportent, avec dans la société, ceux qui sont forts participent à la société, ceux qui sont faibles, on les met dans une cave et on les met devant un écran, et ils sont d'une certaine façon passifs. Et donc on a quand même derrière toute cette nouvelle high-tech des gens comme Peter Thiel, Curtis Yarvin, etc., toute une idéologie qui influence fortement, ou a fortement influencé J.D. Vance. Il ne faut pas oublier que Peter Thiel a financé la campagne sénatoriale. C'est le vice-président, j'allais dire, qui est presque la personnalité qui crève le plafond dans cette période. Mais en fait J.D. Vance est l'idéologue, alors que Trump est plutôt un opportuniste. Il n'a pas une idéologie bien fixée. J.D. Vance a un vrai projet idéologique. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait son speech à Munich, qu'il a été voir l'AfD, parce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a aussi, et ça s'emboîte en fait, de dire que les valeurs hyper conservatrices pourraient rentrer dans cette logique de nouvelle société un peu totalitaire où on élimine les élites et on s'en prend aux minorités, aux transgenres, aux homosexuels, voilà. Enfin tout ce qui c'est ça, tout ce qui est minoritaire. Voilà, et en fait on est vraiment dans cette logique-là pour des gens comme J.D. Vance par exemple, et Yarvin, c'était intéressant parce que Curtis Yarvin, quelques jours avant la guerre en Ukraine, écrit que, en fait, il faudrait laisser faire les Russes au niveau européen, et il faudrait que, en fait, l'Europe, d'une certaine façon, disparaisse pour que les États-nations puissent à nouveau réapparaître, mais dans une logique purement traditionnelle. Et donc, quand on voit tout ça, on comprend évidemment pourquoi J.D. Vance fait son c'est peut-être là la vraie vision, en fait, quelque part. Ah, mais d'une certaine façon, on voit en Chine, en Russie, aux États-Unis, un retour vers un ultra-conservatisme avec une volonté de s'attaquer à l'individu pour mettre l'accent sur le communautaire.
Et donc, J.D. Vance est clairement dans cette logique-là. Et il voit évidemment un rapprochement avec la Russie, pas uniquement géopolitique ou géoéconomique, mais aussi par rapport aux traditions. Et c'est très intéressant de voir ces derniers jours les Russes, à travers, entre autres Patrushev, qui est un des conseillers du président Poutine, dire qu'en fait les Américains et les Russes ont énormément en commun historiquement, qu'ils ont un ennemi commun qui, maintenant ils appellent au niveau du FSB, l'eurofascisme. Et l'eurofascisme, en fait, c'est une Europe progressiste. Le président Macron parle d'une internationale réactionnaire, si je ne m'abuse. C'est juste, en fait. Mais en fait, d'une certaine façon, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, on voit un peu partout dans nos démocraties des groupes ultra-conservateurs qui luttent contre le wokisme au sens général et qui veulent en fait proposer une alternative à l'approche wokiste. Et donc en fait on se retrouve aujourd'hui dans une situation où d'une certaine façon on a, pour simplifier fortement, deux extrêmes qui s'affrontent et vous avez en fait le centre qui de plus en plus disparaît parce qu'il y a deux modèles qui se confrontent, qui est l'ultra-progressisme par rapport à l'ultra-conservatisme. Et évidemment, des gens comme J.D. Vance et d'autres voient dans la montée, entre autres, de l'extrême droite, et bien évidemment des opportunités pour avancer un agenda ultra-conservateur. Et en tant qu'historien, vous avez parfois été critique à l'égard des réactions européennes, hein, où on n'était pas suffisamment sur la balle pour faire court. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que quelque chose change vraiment, ou est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce que les choses changent ? Oui, il y a certaines choses qui bougent, mais malheureusement, je crains qu'on soit trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, on doit quand même se poser la question, comment se fait-il qu'on parle de Rearm Europe avec 800 milliards en 2025, alors que la guerre ukrainienne commence en 2022 et déjà en finale en 2014. Donc en fait, on a attendu l'arrivée de Trump pour se dire qu'on avait un problème au niveau de notre environnement direct. Ça pose déjà problème parce que ça veut dire qu'on a perdu 3 ans importants dans tout ce qui est investissement, mais au-delà de ça, on est confronté aussi à des déclarations. Mais où va-t-on trouver les investissements ? Et la Belgique, pour l'instant, est un bel exemple. On parle de 2% pour nos dépenses au niveau de la défense, ce qui est une nécessité, mais à côté de ça, on n'a toujours pas l'argent pour y arriver. Et donc, ça va être un énorme problème parce qu'on parle de Rearm d'une part, on a le rapport Draghi qui demande 800 milliards pour 5 ans, donc ça veut dire 4 000 milliards qu'on doit trouver pour être compétitif par rapport aux Russes, par rapport aux Chinois et aux Américains, par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. On avait encore un Green Deal qui est occupé à complètement disparaître. Fondre. Oui, voilà, fondre. Et donc, en fait, la question est de savoir, OK, mais on lance plein de projets, mais comment va-t-on faire, une fois de plus, dans la pratique ? On a lancé un projet maintenant sur 47 projets qui sont liés à l'ouverture de mines et le traitement des matières premières. Mais là encore, on dit, il est indiqué qu'on va avoir une procédure accélérée, tout en expliquant qu'on pourrait potentiellement avoir des problèmes parce qu'il y aura des poursuites judiciaires parce que les gens seront opposés à ce qu'on ouvre des nouvelles mines. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau parti pour plusieurs années avant qu'on puisse vraiment être concurrentiel. Et donc oui, il y a des évolutions et donc il ne faut pas être que négatif. Le problème, c'est qu'on va prendre beaucoup de temps avant d'y arriver, et entre autres aussi au niveau défense. Tout le complexe militaro-industriel, il est toujours extrêmement divisé et ça n'a pas changé depuis l'arrivée de Trump et on n'est pas prêt actuellement à avoir un avion de chasse, un char, parce qu'il y a une compétition énorme entre les bijoux nationaux qui sont, entre autres, avec Dassault, qui est d'ailleurs très connu pour ne pas vouloir collaborer avec d'autres entreprises et avoir des projets européens. Et donc, voilà, on est face à des gros défis et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et c'est toujours le problème avec les Européens, c'est que oui, on a des documents qui expliquent toute une série de choses. Après, il faut transformer ces documents dans une réalité. Et malheureusement, là, on voit qu'il y a encore énormément de lacunes. Une dernière chose, Tanguy Streuil, vous êtes universitaire, en tout cas, vous travaillez dans une université. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la liberté académique est une liberté à défendre ? On sait que les universités américaines sont quand même méchamment attaquées par l'administration Trump. Est-ce que c'est un objet de préoccupation pour vous ? Je crois que ça le devient. On le voit entre autres pour les déplacements aux États-Unis. C'est vrai qu'on se posera
la question si oui ou non on ira à des colloques aux États-Unis, en particulier vu ce que j'écris entre autres sur Trump, ça peut poser potentiellement un problème pour moi en tant qu'académique. Et donc oui, on fait de plus en plus attention. Alors, il y a quelques années, on faisait plus attention, évidemment, si on voulait se déplacer en Chine ou en Russie, en particulier parce que moi je travaille sur toutes ces puissances. Mais c'est nouveau de se dire qu'on devra faire attention également pour se déplacer aux États-Unis parce que on pourrait mal interpréter un de nos tweets, etc. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode où nous avons plongé dans les rouages de la politique américaine contemporaine. Entre une présidence Biden marquée par une cohérence stratégique souvent sous-estimée et un retour de Donald Trump aux méthodes plus impulsives et moins structurées, c'est tout l'équilibre du leadership américain qui est en jeu. Un grand merci à notre invité pour ses analyses et à vous pour votre écoute. Demain, retrouvez l'info à ne pas manquer avec Olivier Mouton et Marek Hudon, professeur à Solvay, pour approfondir l'administration de Trump et le changement complet des valeurs prônées par la Maison-Blanche. Bon dimanche et à demain dans Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.